Donc, bienvenue à tous sur cet événement autour de la Robotic Process Automation. Donc, à l'origine, quand on a imaginé cet événement, on comptait partir sur un événement physique. On trouvait ça beaucoup plus sympa de pouvoir discuter ensuite et d'avoir vos réactions en live. Et vis-à-vis du coup de la situation sanitaire, on a été obligé de basculer sur un événement digital, donc pleinement digital. Donc on avait annoncé 2h30 d'événement en physique, retransmis en direct sur Teams. Et du coup, là, on va plutôt partir sur un événement en mode webinaire de 1h, 1h15. On a retravaillé le contenu parce que pour nous, le but du jeu, c'est de vous garder durant tout cet événement. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'1h15 serait plus propice pour un événement de type webinar. Du coup, l'idée de cet événement, le pourquoi de l'événement autour de la Robotic Process Automation, c'est lié un peu à nos actions qu'on fait au sein d'iCube là, depuis 2 ans, où on rencontre pas mal de clients sur ces sujets. Et on se rend compte que ça crée pas mal de curiosité quand on présente ces sujets. Cette innovation, ça provoque de la curiosité et après, ça provoque de l'intérêt. Et on se rend compte que la partie RPA est une réelle alternative au sein des entreprises actuelles, du fait qu'elle soit assez rapide à mettre en place, qu'elle soit agnostique aux solutions SI et qu'elle va répondre à des problématiques qu'on va rencontrer souvent au sein d'une société. Comment faire parler des applications entre elles, comment essayer d'automatiser des tâches répétitives. Donc ça répond vraiment à des questions du quotidien. Et puis un point assez important et qui justifie que les sujets RPA se mettent beaucoup en place dans les entreprises, c'est le fait qu'on arrive à avoir des ROI très rapides, d'avoir un ROI très rapide si on cible les bons processus. Donc l'idée de cet événement, on est parti sur un événement un peu en 3 temps. L'idée, ça va être d'introduire la partie RPA. Qu'est-ce que c'est, ce que ça fait, quelle est la solution UiPath. Et ensuite, on va venir le mettre en contexte avec des cas d'usage et des démos. Et on finira par un témoignage de l'ADAPI Loire-Atlantique. Du coup, je ne suis pas tout seul sur cet événement. Donc, je suis accompagné de Ludovic Duverger-Nedelec et de Bastien Le Yarrick. Rapidement, donc, je vais me présenter. Donc, moi-même, Alexis Michon. Donc, je suis porteur de l'offre RPA au sein d'iCube sur la région Ouest. Donc, je m'occupe de présenter ce qu'est le RPA aux entreprises sur des avant-ventes et ensuite sur toutes les phases de cadrage pour venir cartographier les processus, les mettre en place. Donc là, je m'appuie sur mes collègues pour venir réaliser mettre en place ces processus au sein des entreprises. Et puis, j'accompagne également derrière les entreprises dans leur démarche d'automatisation. Et je laisse la parole à Ludovic pour se présenter. Oui, bonjour. Ludovic Duverger-Nedelec. Donc, je suis Technical Partner Manager chez UiPath. UiPath, c'est une société, c'est une start-up qui fournit des logiciels liés à l'automatisation et à l'hyper-automatisation. Et mon rôle, en fait, est d'accompagner nos partenaires intégrateurs dans la compréhension de notre solution. Merci Ludovic. Et du coup, nous avons aussi Bastien Le Yarrick qui est présent. Bonjour, Bastien Le Yarrick. Alors, je ne savais pas que UiPath, c'était encore une start-up, mais c'est une grosse start-up. Une grosse start-up, mais toujours. Donc, DSI à l'ADAPI de Loire-Atlantique, qui est une association sur le champ du handicap mental et qui accompagne 3000 personnes en situation de handicap dans le département, avec l'aide de 1700 salariés sur 70 établissements et services du département. Très bien, merci Bastien. Du coup, rapidement, avant de démarrer sur le contenu de cet événement, une présentation d'iCube /talent. Je vais en parler juste après. Rapidement, sur la structure iCube dont je fais partie, donc on est basé sur 3 piliers autour des solutions informatiques. Donc sur un pilier autour du conseil pour travailler sur l'adoption
et sur l'usage de la technologie. Un pilier technologie pour accompagner nos clients sur l'expertise de solutions au sein de leur structure, et une activité autour des services managés pour maintenir les solutions chez nos clients. Donc, on a un partenariat majeur avec Microsoft, mais on accompagne aussi nos clients sur les technologies qu'on juge pertinentes, dont la partie RPA avec UiPath. Pour ceux qui nous connaissent et qui ont peut-être suivi l'actualité autour d'iCube, on s'est rapproché donc sur cette septembre 2020 de Talent. Donc Talent, qui est une structure de 3000 personnes en France, qui est un acteur français qui est multispécialiste sur différents types de solutions, que ce soit de l'ERP, sur de l'IA, sur de la data. Et donc nous, on vient compléter leur offre avec notre expertise Microsoft. Et sur la partie RPA, on vient se mettre en synergie avec eux, puisqu'ils ont aussi une activité RPA avec UiPath. Donc voilà, on est en train de créer une plus grosse équipe sur la partie RPA. Donc sur l'agenda de notre événement, donc on va démarrer sur une introduction par Ludovic de ce qu'est le RPA. Une fois qu'on aura un peu l'idée de ce qu'est le RPA, de ce que ça apporte, il va nous présenter la solution UiPath. La plateforme UiPath, ses différentes composantes. Ensuite, je reprendrai la main pour illustrer la partie automatisation avec des cas d'usage et des démonstrations. Ensuite, je vous montrerai la démarche qu'on a sur ces sujets pour accompagner nos clients. Et puis, on finira par un témoignage de Bastien de l'ADAPI Loire-Atlantique qui a mis en place de la RPA au sein de leur structure. Et on vous écoutera pour des questions-réponses à la fin. On refera aussi des questions-réponses après la présentation de Ludovic, parce que vous aurez peut-être déjà des questions sur ce qu'il vous a présenté. Donc, on aura une petite phase de questions-réponses à ce moment-là. Du coup, Ludovic, je te passe la main pour démarrer sur qu'est-ce que le RPA. Alors effectivement, qu'est-ce que le RPA? Alors déjà, RPA, le sigle RPA, qui veut dire Robotic Process Automation, en fait c'est une discipline qui s'inscrit en fait dans la démarche qu'ont les organisations de la transformation digitale. Et en fait, c'est même une discipline maîtresse, puisqu'en fait, il y a 93% des organisations, des responsables des grandes organisations qui déclarent que c'est par l'automatisation qu'elles ont lancé leur transformation digitale. C'est, si on regarde un petit peu le champ d'application de la solution logicielle RPA, finalement, c'est un peu toujours les mêmes priorités, c'est un peu toujours la même chose. Ça fait clairement 20 ans que je fais pre-sales. J'ai fait pre-sales dans d'autres types de sociétés. J'ai fait du BPM, de l'ECM, etc. On présente un peu toujours les mêmes blocs. On est là pour accroître le chiffre d'affaires, améliorer la satisfaction client, renforcer l'engagement client des employés et réduire la conformité des risques. Il y a quand même quelque chose qui est un petit peu différent dans le RPA, c'est le troisième bloc, c'est vraiment la partie renforcer l'engagement des employés. Pourquoi? Parce que l'idée du RPA, c'est de pouvoir avoir associé aux êtres humains des forces robotiques, des forces digitales, de manière à en faire en sorte que les employés d'une organisation puissent déléguer au RPA toutes les tâches qui sont fastidieuses, à faible valeur ajoutée, répétitives, et qui finalement n'ont pas réellement d'intérêt pour mener à bien une mission. L'idée de la RPA, c'est vraiment de pouvoir rendre de la liberté aux employés pour faire en sorte qu'ils puissent passer du temps sur ce qui compte vraiment, ce qui est important pour la société, puis finalement ce pourquoi ils sont réellement payés. Et ça a un effet collatéral qui n'est pas négligeable, c'est que ça permet d'améliorer la qualité de vie au travail. Donc en fait, on est à un moment d'une révolution dans le changement de la façon dont on va travailler dans les organisations. Il y a vraiment un changement de paradigme et la RPA va vous aider à mettre ça en œuvre. Je vais d'abord vous raconter une petite histoire pour bien situer le contexte et le champ d'application de la RPA. On va parler d'une
d'une société. Donc vous voyez ici, c'est une société, ça peut être n'importe quel type d'organisation, d'entreprise, ça peut être du public, ça peut être du parapublic, ça peut être du privé, ça peut être une société multinationale ou une petite PME très locale. Quel que soit le secteur, banque, assurance, télécom, transport, énergie, etc., etc. Cette société, à partir du moment où en fait, il y a plusieurs humains qui travaillent ensemble pour mener à bien une mission, elle subit des contraintes exogènes. Alors clairement, il y a des contraintes qui sont liées à la compétition qui peut être internationale, il y a des contraintes qui sont réglementaires, on parle de RGPD par exemple, on parlait avant de Sarbanes-Oxley, on a tout un tas de règles qui régulent la façon dont les sociétés doivent mener à bien leur mission. Il y a aussi un contexte, on va dire, délétère, de fraude, possibilité de cyberattaque, des problématiques de sécurité, des risques financiers qui mettent en mauvaise position des dirigeants d'entreprise, puisqu'ils sont responsables de ce que fait leur organisation. Donc toute cette partie fait que les organisations sont obligées de s'adapter continuellement. Et la problématique, c'est que à l'intérieur de l'organisation, il y a un système d'information qui peut parfois devenir obsolescent, en tout cas sur lequel les organisations ont investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et qu'on ne peut pas changer comme ça du jour au lendemain, et qu'on ne peut pas remettre en cause du jour au lendemain. La problématique aussi qu'on rencontre, c'est que souvent l'information dont dispose l'organisation pour mener à bien sa mission se retrouve dans différents systèmes d'information, que ce soit des GED, que ce soit des portails, des ERP, et tout ça vraiment dans un contexte où les clients sont de plus en plus exigeants, on est dans un monde hyper connecté, donc en fait on peut zapper en tant que client d'une boîte, enfin d'un fournisseur téléphonique à un autre par exemple, d'un simple clic, donc on a besoin de satisfaire les clients. Du coup, pour pouvoir mener à bien cette mission et satisfaire ses clients, ce qui se passe, c'est que c'est l'être humain qui pallie la problématique liée au système d'information. Et ça engendre quoi? Ça engendre pour les employés d'une organisation de multiples saisies dans plusieurs systèmes, du travail redondant, des recherches qui peuvent être interminables, aussi bien en intranet qu'en extranet, le tout effectivement dans un contexte de pression croissante. Ce qui fait que les êtres humains, les employés ont de moins en moins de temps, vont de plus en plus vite, ou en tout cas bâclent malheureusement leur travail de plus en plus, ce qui génère des erreurs, beaucoup d'erreurs. Et tout ça, en fait, génère aussi du mécontentement en interne auprès des employés. Il y a une problématique auquel sont confrontées les organisations maintenant, c'est ce qu'on appelle l'employee churn, c'est-à-dire les employés qui sortent des grandes écoles et qui s'aperçoivent qu'au bout d'un moment, on leur demande de faire du copier-coller d'un fichier Excel à un autre. Ils n'ont pas été formés pour ça et du coup, ils quittent les sociétés qui leur imposent ça. Et puis, quand on parle aussi de crise, c'est aussi de la part des clients, parce que comme on ne répond pas en temps et en heure à leurs demandes ou qu'on fait des erreurs, ils finissent par quitter les fournisseurs qui ne répondent pas à leurs attentes. Alors l'idée de la RPA, en fait, finalement, c'est encore une fois d'associer, grâce à la discipline de la RPA et aussi à l'intelligence artificielle, des forces digitales qui vont permettre une automatisation et donc qui vont permettre une réelle collaboration entre les employés et les forces digitales. Et l'idée sous-jacente, c'est que tout travail pénible, répétitif et à faible valeur ajoutée va pouvoir être délégué aux robots de manière à apporter de la satisfaction aux employés, qui puissent se focaliser sur des dossiers qui sont plus complexes, qui demandent plus de réflexion, qui puissent aussi avoir du temps pour se former, par exemple, pour pouvoir adresser d'autres problématiques métiers. Et de manière collatérale, ce qui est quand même une bonne nouvelle, c'est que pour les organisations, ça a un certain nombre d'effets bénéfiques. D'abord parce que ça apporte une meilleure productivité. Quand les employés sont plus heureux au travail, ils travaillent mieux. Les robots eux-mêmes vont plus vite que les êtres humains pour faire ces copier-coller et ces travaux à faible valeur ajoutée. Là, il y a un bénéfice de qualité qui est lié à ça aussi, parce que d'abord, qualité de service, puisque un employé qui a plus de temps pour travailler sur un dossier va le traiter mieux, et un robot
à qui on a appris à faire quelque chose ne va pas faire d'erreur. À partir du moment où on lui a appris, il va le faire de manière répétitive sans faire d'erreur. Alors qu'un être humain, au bout d'un moment, se fatigue, se trompe de ligne, va copier la mauvaise information au mauvais endroit et donc va générer une erreur qui peut coûter très cher à rattraper ensuite, suivant évidemment la catégorie du cas qu'on est en train de traiter. Et dans un contexte général, ça apporte de la satisfaction globale. Une fois que je vous ai expliqué le contexte et pourquoi la RPA, je vais vous expliquer maintenant ce qu'est le RPA réellement. Donc le RPA, j'utilise cette image en général pour l'expliquer. Déjà, il y a plusieurs choses. Première chose dont on peut parler, c'est notre logo, UiPath, le nom de notre société. Ça ne veut pas dire, il n'a pas été choisi par hasard. UI qui veut dire en anglais interface graphique et path qui veut dire le chemin en anglais. Donc l'idée, c'est le chemin par l'interface graphique. Ce que vous voyez en fait sur cette image, c'est vraiment ça, c'est qu'à partir du moment où une action peut être exécutée sur un PC, un robot est susceptible de pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'un robot peut faire toutes les actions qu'un utilisateur peut faire sur un PC. Il peut, par exemple, ouvrir des pièces jointes dans un courrier. Il peut se connecter à des applicatifs métiers, que ce soit des applicatifs web, que ce soit des applicatifs client-serveur, que ce soit même des vieux applicatifs qu'on peut trouver sur des AS400 ou sur des MVS, qui sont des applicatifs qui tournent encore et sur lesquels les organisations ont parfois investi beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens de communiquer avec l'extérieur, parce qu'il n'y a pas forcément les API qui vont être disponibles. Le robot va être capable aussi de faire créer des fichiers, de les déplacer d'un dossier à un autre, de faire du copier-coller, etc. Je ne vais pas vous faire une liste à l'après-vert de tout ce que peut faire un robot. Vraiment, tout ce qu'un utilisateur peut faire sur un ordinateur peut être fait par ce robot. Le robot peut aussi d'ailleurs effectuer des calculs, faire de la transformation sur la donnée, etc., etc. Il y a une chose qui est très importante aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, le robot, encore une fois, imite les actions humaines avec n'importe quelles applications, manipule de la donnée, comme je viens de le dire, mais surtout, il le fait sans faire d'erreur, ce que j'ai précisé tout à l'heure, et sans repos. Un robot, putativement, va pouvoir travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours. Le robot, il est disponible pour une organisation, il suffit de lui dire ce qu'il a à faire, il exécute le travail, et puis quand il a fini, on peut lui redonner autre chose à faire. Et une dernière chose qui est très importante à comprendre, c'est que les projets robotiques sont des projets qui sont rapides à déployer. On parle de jours pour vraiment des petites actions, mais on parle en général de semaines, et on va jusqu'au mois, mais on dépasse rarement 2 mois. Quand on commence à avoir des projets robotiques qui commencent à dépasser ces délais, il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment un projet robotique? Est-ce que ce n'est pas plutôt un développement spécifique qu'il faut faire pour adresser une problématique? Maintenant que je vous ai parlé de ce qu'était le RPA, je vais vous parler maintenant de la plateforme UiPath, ce que nous proposons. Alors d'abord pour la partie delivery, c'est-à-dire pour la partie mise en œuvre des processus robotiques, on a 3 grandes briques qui définissent en fait cette partie-là. La première chose en fait, c'est des designers. Le designer en fait est un outil graphique dans lequel des RPA développeurs vont pouvoir, par simple drag and drop, dessiner le processus que l'on veut voir exécuté par un robot. Le RPA développeur est assisté par un certain nombre d'outils où il peut enregistrer ce qu'il fait à l'écran pour que le robot puisse le réexécuter. Et vraiment, par un jeu d'activité, il va pouvoir définir exactement ce que le robot doit faire. Une fois qu'on a dessiné le processus, ce processus, en fait, on va pouvoir le publier dans un outil de gestion qu'on appelle l'orchestrateur. L'orchestrateur, comme son nom l'indique, va être le chef d'orchestre qui va mettre à disposition les processus qui ont été designés à des robots, force robotique. Sachant qu'en fait, il y a 2 types de robots que l'on peut définir. Il y a le robot qu'on appelle robot non assisté. Ce sont des robots qui, en général, vont être installés sur des VM en back-office et qui abattent du travail de masse, font du travail de masse avec assez peu d'interaction avec les êtres humains et donc font des processus où
qui sont très, très structurés, on sait exactement ce qui doit être fait et il n'y a pas besoin d'interaction humaine. Un exemple que l'on pourrait donner, c'est la dématérialisation de factures. Le robot va aller chercher dans une boîte mail des factures, va détacher la facture de la boîte mail, va extraire l'information qui est contenue dans le document, va donc ensuite se connecter à un ERP, par exemple SAP, et va aller rentrer chacune des factures dans les transactions SAP. Il n'y a pas besoin d'être humain, c'est quelque chose qui peut s'effectuer tous les jours, entre 8h et 9h par exemple, sans que l'on ait besoin de le déclencher manuellement. Et éventuellement, si jamais il y a un problème sur une facture, on va isoler cette facture pour pouvoir faire un traitement humain, mais la majorité sera faite sans intervention humaine. Le deuxième type de robot, c'est ce qu'on appelle le robot assisté. Alors là, on peut plutôt considérer ça comme un compagnon digital, le petit copain qui est assisté digital, qui est déployé sur toutes les machines des employés d'une organisation et que l'employé peut utiliser au moment où il en a besoin pour mener à bien une tâche. Je vais juste vous donner un exemple personnel. Je fais partie d'une organisation où je dois remplir évidemment un rapport d'activité pour mes responsables, pour expliquer ce que je fais. Alors en fait, j'ai mon chef qui lui était un fanat d'Excel parce qu'il peut faire plein de graphiques, donc il me demande de remplir un rapport d'activité dans Excel. Mais je fais aussi partie d'une structure commerciale, donc en fait j'ai les responsables commerciaux qui eux veulent voir mon rapport d'activité dans Salesforce pour pouvoir en fait gérer les opportunités, gérer les clients, les relations avec les clients. Et puis j'ai un troisième ligne de reporting qui eux sont plus intéressés par le mode projet, donc ils utilisent un outil qui s'appelle Rike dans lequel on peut voir par projet ce sur quoi je travaille. Ce qui fait que quand j'ai rejoint UiPath au départ, on me demandait de remplir trois systèmes. Donc le vendredi après-midi en général, je prenais quasiment tout ce temps à dire ce que je faisais. Je remplissais les trois environnements. Finalement, comme bien sûr, en tant que UiPath, je suis doté de mon propre robot, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris à mon robot de lire ce que j'avais écrit dans le fichier Excel, parce que ça, je suis quand même obligé de le faire, pour mon chef. Et donc, le robot, lui, lit ce qu'il y a dans Excel, se connecte à Salesforce, va remplir Salesforce pour moi, puis ensuite va se mettre dans Rack et va le remplir pour moi. Ce qui fait que maintenant, remplir mon rapport d'activité, ça me prend plus qu'entre une demi-heure et 1 heure pour la partie Excel. Et ensuite, tout le reste est assumé par mon robot pendant que je peux faire autre chose. Salut Dominique. Juste, est-ce que tu peux réduire la fenêtre Teams qui est en bas à droite? Ah, pardon. Ce qui cache une partie de tes diapos. Parfait. Pardon, merci bien. Euh, Donc, en fait, maintenant qu'on a vu cette partie, simplement une petite allégorie, en fait, une allégorie musicale, si on fait une comparaison, dans la partie studio, on va dire que l'on construit des partitions et que l'on va donner à des chefs d'orchestre, donc l'orchestrateur, et l'orchestrateur va donc déployer ces partitions, en tout cas les faire jouer par les robots, sachant que le gros de l'orchestre va jouer en fait les lignes de la musique, le fond en fait de la musique, et on va solliciter donc le soliste au moment où on en a besoin pour aller vraiment créer la mélodie sur la pièce musicale. Alors, quand on parle en fait de RPA, là je vous ai parlé de robot, alors c'est le robot tel qu'il est de manière pure et dure, c'est-à-dire qu'un robot n'est pas intelligent par essence, il va en fait exécuter ce qu'on lui a dit de faire. Mais bien sûr, en fait, on a des cas d'usage où on va demander au robot d'être plus intelligent. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va allier au robot des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Et dans les robots que l'on propose, évidemment, il y a des fonctionnalités qui vont être intégrées à la robotique. Comme par exemple ce qu'on appelle le visual understanding, ce sont des compétences d'intelligence artificielle qui va permettre au robot de comprendre ce qui se passe à l'écran, de savoir ce qu'est un bouton, de savoir ce qu'est un champ, etc. De manière en fait à être capable lui-même d'aller déterminer où il doit taper, où il doit écrire, etc., etc. On a des fonctionnalités aussi de document understanding. Je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, qu'on pouvait traiter des factures, extraire les informations des factures, mais pour ça, il faut comprendre
les informations qui sont dans des factures. Le document understanding, ce sont des compétences que l'on ajoute au robot pour pouvoir manipuler les documents, extraire l'information des documents et donc ensuite extraire toute l'information métier qui est importante pour effectuer un traitement. On a aussi des compétences de process understanding. L'idée, en fait, quand on va mettre en œuvre de la robotique, c'est pas forcément d'automatiser tout et n'importe quoi. Il faut pouvoir comprendre ces processus pour pouvoir éventuellement les remettre en cause et voir que sur certains aspects, il n'y a pas besoin d'automatisation. Il suffit peut-être de repenser son processus. Mais dans d'autres cas, l'automatisation va être la bonne réponse. Et il faut pouvoir détecter finalement ce gisement d'automatisation potentielle. Donc le process understanding pour ça est très, très pertinent et assiste les sociétés dans la découverte du gisement d'automatisation. Et puis de la même manière qu'on essaye de rendre les robots plus intelligents sur on va dire les traitements back-office, il y a aussi tout ce qui est interaction avec les êtres humains, donc ce qu'on appelle le conversationnel understanding. Les robots maintenant vont être capables de s'adjoindre des compétences de natural language processing, donc de compréhension du langage. Par exemple, on va pouvoir dialoguer à travers un chatbot pour déclencher un robot, récupérer des informations qu'un robot serait allé chercher dans un système d'information, le fournir au chatbot, et donc avoir une vraie conversation avec le robot et pouvoir déclencher des processus à la voix. Alors, pour finir, la plateforme n'est pas de UiPath n'est pas que focalisée sur créer les processus. C'est une plateforme qu'on appelle dite d'hyper-automatisation. L'idée, c'est de doter les organisations d'outils, certes, pour créer des processus robotiques, mais aussi pour les gérer de bout en bout. Alors la première partie, ça va être une partie qu'on appelle la partie discovery, donc qui est plutôt à destination des centres d'excellence et des analystes, pour, encore une fois, découvrir le potentiel d'exploitation qu'il y a dans une organisation, déterminer les processus à automatiser en premier, les prioriser, définir les ROI auxquels on peut s'attendre, et donc pouvoir comprendre ces processus pour savoir quoi automatiser. Il y a aussi une brique que l'on appelle chez nous engage ou collaboration. C'est vraiment faire en sorte qu'il y ait une véritable collaboration entre les êtres humains et les robots, de manière à faire en sorte qu'ils travaillent au mieux ensemble. Donc il y a tout un tas de fonctionnalités qui sont liées à ça, de gestion d'interface, de formulaire, de gestion de la discussion, d'intégration de chatbot, comme je le disais tout à l'heure. Et puis une chose qui est aussi très importante quand on met en place une plateforme d'hyper-automatisation, c'est la nécessité, le besoin de pouvoir suivre et analyser en fait ce qu'on a mis, ce qu'on a automatisé, et éventuellement voir si on a bien obtenu les ROI auxquels on s'attendait, peut-être remettre en cause certains processus ou automatiser plus, etc., etc. Alors tout ça, ça se décline en une certaine liste d'outils. Je ne vais pas vous expliquer tous les outils ici, c'est pas forcément le lieu, mais il faut savoir que derrière chacun de ces outils, on s'adresse à des types d'utilisateurs différents. Et je vais juste me focaliser sur la partie build. Donc je vous ai parlé du studio qui était à destination du RPA développeur. En fait, il y a une déclinaison de ce studio pour les utilisateurs métiers, puisque notre but et notre idée, c'est bien de démocratiser la RPA, donc de faire en sorte qu'un utilisateur métier qui n'est pas forcément développeur, mais qui a une certaine appétence à l'outil informatique, puisse designer lui-même ses propres tâches, ses propres processus pour pouvoir mener à bien une mission. Alors, je vais te laisser la main maintenant, Alex. Merci Ludovic pour cette intervention. Moi, ce que j'ai noté en tout cas, c'est que tu es client de ta solution. Et que, du coup, si j'ai bien compris, tes comptes rendus d'activité, c'est le robot qui les fait à ta place.
Alors, j'ai quand même une partie à faire, hein, malheureusement, parce que on est toujours un peu obligé de travailler sur cette partie-là. Mais franchement, ça me permet vraiment de gagner du temps. Et clairement, enfin bon, je suis type de personne comme un des ministres. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je suis administrativo-phobique, c'est-à-dire j'aime vraiment pas faire ça. C'est vraiment pas ce qui m'intéresse dans mon métier, de faire des rapports d'activité, tout ça. Donc là, pour ça, j'ai gagné en liberté et en satisfaction, c'est clair. Top. T'avais pas une petite démo pour nous sur la partie RPA, pour nous montrer comment le robot interagit avec les interfaces? Ah oui, un petit robot, oui, exact. Excuse-moi, j'allais l'oublier, tu fais bien de me le rappeler. Alors, ce que je vais faire, effectivement, là, c'est, je vais vous montrer ce qu'est un robot, en fait, tout bêtement. Là, vous avez un robot. Alors, c'est l'expression de mon robot, ce que vous voyez ici. Donc, c'est une fenêtre dans laquelle on a publié un certain nombre de processus que je peux exécuter au moment où je veux. Donc là, on est vraiment dans un mode de type attended. C'est-à-dire vraiment collaboratif. Ce robot, je vais pouvoir le déclencher quand j'en ai besoin, et si le robot a besoin d'informations de ma part, il va me poser des questions à travers une fenêtre et je vais pouvoir répondre. Donc, je vais vous expliquer le cas d'usage. Donc là, très clairement, hein, dans le robot, vous voyez, c'est juste un robot de démonstration, donc il y a juste 2 processus, mais dans la vraie vie, un utilisateur pourra avoir ici une liste de processus, et notamment, je pourrais, si jamais je me mettais sur mon robot qui est en production, j'aurai accès à ma gestion des tâches dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, je vais vous montrer tout de suite un site web, et je vais vous expliquer un petit peu le cas d'usage de la démonstration. Donc mon site web s'appelle le RPA Challenge. C'est un site web qui a été mis à disposition des RPA développeurs pour qu'ils puissent tester leur développement, voir si jamais ils arrivent bien à effectuer ce qu'on leur demande. Et donc, ça fait partie en fait du cursus de formation. Alors l'idée en fait de ce RPA Challenge, c'est que un RPA développeur, on va lui demander de créer un robot qui va d'abord télécharger un fichier Excel. Donc on va ouvrir ce fichier Excel. Le robot va télécharger le fichier Excel, et puis dedans, vous voyez qu'il y a une dizaine de lignes avec des noms, des prénoms, etc. Donc ce qu'on demande tout bêtement à ce robot, c'est de prendre le prénom, le nom, etc., et de le remplir dans le RPA Challenge, dans cet applicatif. Alors, on pourrait faire un parallèle avec un cas métier. Je peux très bien être une personne qui travaille à la finance et je reçois sous format Excel la liste de tous les fournisseurs que je dois référencer dans mon SAP. Donc, je vais bien recevoir ce fichier Excel, je vais le télécharger et ensuite je vais rentrer dans SAP, et je vais me loguer et à chaque fois je vais le saisir. Donc là, on fait une allégorie, mais c'est à peu près le même type de cas d'usage, sauf que là, j'utilise un site web pour vous faire cette démonstration. Il y a une chose un petit peu subtile, on appelle ça le RPA Challenge. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on a développé ce site, on a rajouté ce petit principe rigolo, c'est qu'à chaque fois que je clique sur Submettre, le champ, la liste des champs, en fait, vous voyez, change. Et je mets le formulaire, l'aspect du formulaire peut changer, et en tout cas l'ordre des champs. Simplement pour montrer qu'un robot est capable de s'adapter à une interface, même si jamais il y a des modifications. Donc je vais maintenant stopper la présentation et je vais vous montrer maintenant le robot qui fonctionne. Donc je vais exécuter ce RPA Challenge. Je vous montre mes mains, ce n'est plus moi qui travaille, c'est le robot. Donc ce que l'on va voir, c'est que le robot ici va d'abord me poser une question. Donc, je vais enlever cette fenêtre pour le voir. Vous voyez, le robot est capable, donc susceptible de me poser des questions. Il me demande à quelle vitesse est-ce qu'on va procéder. Parce qu'en fait, on va pouvoir procéder à ce test-là avec à plusieurs vitesses. Je vais prendre la vitesse du lapin pour que l'on puisse suivre le traitement. Donc je vais me demander maintenant de travailler. Donc vous voyez qu'il ouvre le fichier Excel, et puis ensuite il ouvre le fichier, le RPA Challenge, il démarre, et hop, il clique sur chacun des champs, et il remplit mes 10 lignes, tout en allant mettre le nom de la compagnie au bon endroit, le prénom, le nom et le numéro de téléphone au bon endroit. Et en fait, vous voyez que là, il a mis
11 secondes et le site web, puisque c'est un test, va nous dire oui, quel est le résultat. Et là, bien sûr, il n'y a eu aucune erreur qui a été faite et il a fallu 11 secondes pour le faire, ce qui est déjà quelque chose de très rapide, évidemment. Je vais juste, pour vous montrer un petit peu de quoi est capable un robot, vous refaire exactement la même chose, mais en disant fais-le à la vitesse du Jaguar. Et cette fois, en fait, en faisant ça, le robot va donc se connecter à Excel, encore une fois, mais il va remplir le site web sans qu'on ait mis des timers pour freiner un peu le temps de traitement. Et vous voyez qu'en fait, le temps va être beaucoup plus rapide. Alors, pour la petite histoire, en fait, il est un petit peu plus lent que d'habitude parce que quand on est en Teams, on est freiné avec le réseau. En général, on atteint même des temps qui vont entre 2 et 3 secondes. Là, vous voyez, on est arrivé à 6 secondes. Ce qui est quand même phénoménal par rapport à ce que pourrait faire un être humain. D'où, j'en reviens sur ce que je disais tout à l'heure, l'amélioration de la productivité, le fait qu'il n'y ait pas d'erreur, etc., etc. Voilà, Alexis, je pense que tu vas pouvoir reprendre la main maintenant pour la suite. Tu es en mute par contre. Merci, merci Ludovic. Merci pour cette présentation, pour ces démos. De rien. Qui nous montre que c'est pas que du vent ce que tu nous dis depuis tout à l'heure. Donc merci. Déjà, est-ce que vous avez quelques questions sur ce que vous a présenté Ludovic? On va pouvoir répondre à quelques-unes avant d'avoir les questions-réponses en fin de présentation. En attendant, si vous êtes en train de les saisir, moi j'ai une petite question pour toi, Ludovic. Donc sur la plateforme UiPath, si j'ai bien compris, donc toute la partie automatisation, le plus gros du travail se fait sur UiPath Studio. Sur la partie studio, c'est là où on met en place donc les processus. C'est quoi la population d'utilisateurs, le type de profil pour aller créer ces automatisations? Oui, alors en fait, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Effectivement, à la base, pour créer des automatisations, et en tout cas pour créer des automatisations d'entreprise, on va plutôt demander de faire ça à des gens qui ont des compétences de développement. On appelle ça des RPA développeurs. Alors, ce ne sont pas des développeurs à proprement parler, ça veut dire qu'ils ne sont pas forcément obligés de connaître un langage en détail du type VB.NET, C# ou Java. Ils sont obligés, par contre, d'avoir des compétences informatiques, savoir comment est-ce qu'on organise un déploiement, comment est-ce qu'on va pouvoir agencer, créer des logigrammes pour pouvoir faire en sorte que le processus suive bien des règles de gestion que l'on veut appliquer, éventuellement manipuler de la donnée, donc être capable de faire des modifications. Donc c'est pour ça qu'on a besoin quand même d'avoir des RPA développeurs. Ensuite, ça suit vraiment des règles de mise en œuvre de qualité pour faire en sorte qu'un robot qui travaille en production ne se plante pas, ou si jamais il rencontre une exception, que l'exception soit gérée, etc. D'où le besoin d'avoir un mindset, en fait, clairement, de développeur. Ceci dit, lorsqu'on parle de petites actions propres à un utilisateur, et théoriquement, vraiment dans la catégorie, j'ai envie de dire, de l'utilisation en mode attendant, quoi. Je vais automatiser mes propres tâches. Dans ces cas-là, on va pouvoir utiliser UiPath Studio, qui cette fois en fait est une application no-code, alors qu'on peut dire que le studio normal est low-code, donc Studio X et no-code, est vraiment à destination d'un utilisateur métier. Alors, on réduit le champ d'application évidemment du développement. On n'a pas accès à tous les mêmes outils, mais on est capable d'automatiser un certain nombre de tâches assez facilement, sans vraiment du tout avoir d'accès, enfin de compétences de développeur. Ok, merci Ludovic. Du coup, il y a une question d'une personne qui demande comment calibrer le nombre de robots dans le cadre de l'automatisation d'un seul processus. Alors c'est très très lié au cas d'usage. En fait, un robot, il faut considérer que c'est du temps. Clairement, c'est du temps. Un robot, en fait, est alors, monotâche, c'est pas vraiment le terme, mais monoprocessus. C'est-à-dire que le robot va exécuter le processus qu'on lui a demandé de faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Si jamais vous avez un processus, je vais toujours reprendre le même exemple, de dématérialisation de facture, qui peut être effectué par un seul robot. C'est-à-dire qu'en fait, on va calibrer le temps de traitement, le nombre de documents qui vont pouvoir être traités, etc., etc. Qui peut être, donc, un robot va pouvoir, en 2 heures, par exemple, ingérer les factures d'une organisation par jour. Dans ces cas-là, ça veut dire qu'on aura juste besoin d'un robot et on le fera travailler pendant 2 heures. Et il restera donc potentiellement 22 heures de temps libre pour lequel on peut lui donner d'autres processus de manière séquentielle. Maintenant, ce qui peut arriver, c'est que pour le même traitement, on a besoin que ce soit fait en 1 heure, parce qu'il y a des problématiques de gestion, il faut absolument que ce soit fait entre 8 heures et 9 heures. Dans ces cas-là, si jamais on avait 2 heures pour ce traitement, on va pouvoir prendre 2 robots pour exécuter le travail en parallèle. Chacun va prendre la moitié des factures et donc va effectuer le travail. Donc en fait, la quantification, elle va dépendre du processus, elle va dépendre du temps dont on dispose pour effectuer le traitement, et évidemment du temps que prend le traitement, et ça va dépendre évidemment de ce qu'on demande à faire au robot. Très bien, merci, merci Ludovic pour cette intervention. Merci à vous. On va pouvoir passer sur la suite. Donc là, maintenant que Ludovic nous a fait le vernis de ce qu'est la RPA, de ce qu'est UiPath et des différentes composantes, et que vous avez eu une première démonstration de ce que peut faire un robot, l'idée maintenant, c'est de rentrer dans le concret, c'est comment je mets en place, comment et qu'est-ce que je peux faire avec de l'automatisation au sein de mon entreprise. Donc, on va illustrer tout ça avec des cas d'usage et des démos. Hop. Alors, il a basculé sur le mauvais. Excusez-moi, petit souci. Tac, je rebascule dessus. Voilà, très bien. Déjà, un premier cas d'usage qui va vous parler à tous. Donc actuellement, on est dans une crise sanitaire. Et donc, si vous vous rappelez, au moment du confinement, donc l'annonce du président qui nous dit que à partir de demain, on va être confiné et qu'il faudra des autorisations pour sortir. On a eu pas mal d'entreprises qui se sont retrouvées dans le cas de devoir fournir des autorisations de déplacement du coup à leurs employés. Donc, on peut imaginer des entreprises avec des usines ayant des personnes travaillant en 3-8. On peut se retrouver à avoir plus de 100, 200, 300, 500 autorisations à générer. Donc, on a l'annonce du président lundi, elle est effective à partir du mardi. Donc, si on veut que les gens puissent venir travailler, il faut que ces autorisations soient faites très rapidement. Là, ce cas, on va le rencontrer, par exemple, à partir de samedi avec le couvre-feu sur Paris. Tous ceux qui vont travailler après 21h auront besoin d'une attestation. On va retrouver le même cas. Pour répondre du coup à la génération de ces documents et à l'envoi aux employés de ces documents, on a plusieurs solutions. On mobilise, on a un outil RH qui permet de gérer ce type de documents et de faire en masse ces documents, tant mieux, on peut y répondre avec. On n'a pas l'outil RH, du coup on peut juste faire un export des employés et ensuite on se retrouve à mobiliser toutes nos équipes pour venir générer ces attestations et les envoyer par mail. Donc on imagine, on se retrouve à travailler à 10-15 pour pouvoir générer toutes les attestations à temps. Et là, typiquement, ce que je vais vous montrer, c'est si on automatisait ce processus avec un robot, l'idée, c'est de dire qu'on a un export de la base RH avec la liste des personnes ayant besoin de se déplacer dans l'entreprise. On va partir de cet export, on rajoute juste une colonne pour dire de quand à quand est valable l'attestation, donc remplie par le service RH, et on va laisser un robot générer les documents à notre place et les envoyer à nos salariés. Donc, je vous montre cet exemple sur la vidéo suivante qui démarre. Donc là, on a le fichier Excel avec donc les données RH et en plus la durée de validité de l'attestation. Et là, on lance, donc là, ce n'est pas le studio du UiPath, c'est le studio X. Donc, c'est plus à destination des utilisateurs plus métiers pour faire des automatisations simples.
Donc là, on rentre dans le cadre d'une automatisation simple où on part d'un Excel et on va générer du PDF. Donc là, on voit le robot qui a ouvert le fichier Excel, qui est en train derrière de préparer donc, le template PDF pour chaque attestation. Donc pour chaque employé, il crée une attestation. Donc on voit que ça va assez vite. Et encore là, le robot, il a été ralenti pour la démo. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, il peut le faire en fond. Ça veut dire qu'on ne le voit pas. On ne le voit pas ouvrir le PDF, on ne le voit pas ouvrir l'Excel. Il travaille dans son coin. Et derrière, il envoie le mail quand c'est fini. Et donc là, on va voir que voilà, la personne a reçu par mail son attestation remplie avec les informations RH et les informations de validité. Donc là, on imagine une entreprise qui aurait dû le faire pour 200-300 personnes, donc qui se serait retrouvée à mobiliser donc beaucoup d'employés pour le faire. Là, l'idée, c'est qu'un robot comme ça, avec Studio X, en 2-3 heures, on est capable de mettre en place ce type d'automatisation et de répondre à une montée en charge du coup, qui n'était pas prévue initialement. Donc voilà un des premiers exemples de ce qu'on peut faire avec de l'automatisation. Mais donc là, c'était au niveau de la crise sanitaire, mais on peut aussi avoir des cas d'usage dans toute l'entreprise, donc sur beaucoup de services. Donc les services qui vont être très propices à l'automatisation, ça va être les services RH et les services de finance. Pourquoi? Parce que c'est des services qui sont amenés à travailler avec beaucoup de données, beaucoup de fichiers, avec des logiciels qui peuvent être plus ou moins simples et gérer des exceptions. Donc, par exemple, sur les services RH, des cas d'usage, et on aura une autre démo par rapport à ça, on a l'arrivée d'un collaborateur, où on peut se retrouver à solliciter plusieurs personnes pour gérer l'arrivée d'un collaborateur, et gérer plusieurs logiciels pour aller créer le collaborateur, lui affecter les licences. Je vous montrerai un cas d'usage là-dessus juste après. On a la génération de la paye, d'aller réaliser les virements en temps et en heure. Et ce qui est intéressant sur la paye, c'est que c'est des process qui sont, on va dire, chronométrés. C'est qu'on sait qu'il faut que la paye elle part à telle date mensuellement. Et donc, du coup, on est capable d'automatiser des process pour être sûr de toujours être à l'heure lorsqu'il faut générer les virements, lorsqu'il faut générer les bulletins de salaire. Donc là, on a typiquement des sujets d'automatisation là-dessus. Côté finance et comptabilité, toute la partie gestion des fournisseurs, gestion des factures, gestion des commandes, où on va recevoir beaucoup de PDF et on va faire beaucoup de ressaisies dans les logiciels ERP, d'aller ressaisir une facture, d'aller saisir une commande. Donc, on connaît des solutions informatiques qui existent comme de type EDI, par exemple, pour pouvoir s'affranchir de la saisie d'une commande. Mais il suffit qu'un de nos clients ne veuille pas souscrire à notre EDI, et manque de peau, c'est un des clients qui nous fait le plus de commandes, on se retrouve quand même à faire le process à la main. Et là, l'idée, c'est de se dire l'automatisation, on lui donne une commande au robot, et derrière, le robot va venir ressaisir cette commande dans l'ERP et d'aller chercher les bons articles et de, bien sûr, nous libérer ce temps-là pour aller plutôt faire de la vérification de commandes. Donc voilà, ça peut être un des cas d'usage. Donc sur la partie fournisseur également, d'aller chercher l'expédition, les informations d'expédition des fournisseurs. On se retrouve souvent à aller se connecter sur des portails fournisseurs le matin pour aller suivre l'avancement de nos commandes, d'aller chercher les informations. Là, on peut laisser un robot faire l'action d'aller chercher ces infos et nous d'aller plutôt les consulter une fois que le robot a travaillé. Sur les services IT, par exemple, sur le déploiement d'applications. Donc voilà, la grande mode actuelle, c'est le DevOps. L'idée, c'est d'industrialiser la chaîne de développement et de test. Mais on sait que c'est une technologie qui est plutôt coûteuse à mettre en place parce que généralement, on doit changer nos outils, on doit ancrer l'outil dans le process qui existe déjà au sein de l'entreprise. Et donc, ce n'est pas toujours très simple de le mettre en place. Là, l'idée, c'est de pouvoir aussi automatiser, en attendant qu'une vraie démarche DevOps se mette en place dans l'entreprise, c'est de pouvoir automatiser le process de livraison en utilisant un robot
de se dire le robot, il va chercher les sources à tel endroit, il va exécuter une campagne de test qui est contenue à tel endroit. Ensuite, quand c'est validé, il fait des actions en base de données, il envoie un email ou autre, et il prend les sources et il va les déployer sur les différents serveurs. Et là, on s'affranchit du fait d'avoir mis en place donc, du DevOps, d'avoir hébergé son code source à tel endroit. Le robot, on est capable de lui dire ce qu'il doit aller chercher, ce qu'il doit faire, peu importe l'outil derrière. Sur les services IT, sur toujours la partie développement, sur les tests d'application, comme vous l'avez vu, UiPath, l'idée c'est de manipuler les interfaces graphiques. On peut très bien utiliser nos robots pour aller faire du test applicatif, d'aller tester fonctionnellement dans des scénarios métiers nos applications. Et pour ça, donc Ludovic l'a montré très rapidement tout à l'heure, on a toute une partie au niveau de la plateforme UiPath qui est dédiée au test applicatif et donc qui permet d'aller faire des robots qui vont faire du test d'application. Sur l'IT, toujours de la migration de données, par exemple, prendre une donnée d'un outil A pour aller la mettre dans un outil B. Généralement, quand on fait des migrations, on passe par des scripts, mais les scripts, ça demande d'étudier l'outil, de voir ce qu'on est capable d'extraire, ce qu'on est capable d'importer. Là, l'idée, c'est qu'une migration avec de l'automatisation, avec de la RPA, va nous permettre de passer de l'interface du premier outil, de prendre la donnée et d'aller la mettre dans l'interface du deuxième outil, et de s'affranchir des scripts et de toute l'étude technique qu'on a pour pouvoir injecter ces scripts. Voilà, sur la partie IT, sur aussi la réinitialisation de mots de passe, on est très bien capable de faire un chatbot qui va venir demander, quand quelqu'un veut réinitialiser son mot de passe, de dire « Ah, sur quel outil tu veux réinitialiser le mot de passe ?» Sur celui-ci, OK, et d'exécuter le robot pour aller réinitialiser le mot de passe sur l'outil demandé. Donc, on a vraiment beaucoup de cas d'usage. Là, c'est une liste non exhaustive, mais c'est aussi pour vous montrer que ça peut très bien être dans du service RH, dans de la production, dans de l'informatique et finance, comptabilité et tout autre cœur de métier qu'on peut retrouver dans nos entreprises. Du coup, sur un autre scénario de démo que je vais vous présenter, je vous parlais de l'arrivée d'un nouveau collaborateur. Donc souvent, quand on a un nouveau collaborateur qui arrive au sein d'une structure, on va passer par plusieurs étapes et ces étapes vont être jouées par différentes personnes. Donc par exemple, on a quelqu'un qui arrive, il va falloir commander son matériel, donc demander aux services généraux de l'entreprise d'aller commander son PC. On doit aller dans l'outil RH et l'outil de paye pour pouvoir créer ce salarié. On doit demander au service IT d'aller créer sa boîte mail et de lui affecter des licences. Voilà, ça peut être un process qui peut vous prendre 3 à 4 jours, le temps que chaque personne vienne réaliser dans leurs outils l'inscription de ce nouveau collaborateur. Là, l'idée, c'est que nous, on l'a automatisé. Donc, on est parti d'une promesse d'embauche. Donc, on a un document PDF que je vais vous montrer juste après, où on a les différentes informations du salarié. L'idée, c'est qu'on prend ces informations, on vient les saisir dans un logiciel RH. Vous verrez, le logiciel RH, c'est un logiciel qu'on a développé de type client lourd juste pour la démo. Ensuite, on va sur Office 365, qui est notre gestionnaire de messagerie. On vient créer un compte utilisateur pour qu'il ait une adresse de messagerie. On vient lui affecter des licences pour qu'il puisse utiliser les outils de la société. Et on envoie une demande aux services généraux pour une commande de PC par email. Je vous le montre en exécution. Donc là, vous avez la promesse d'embauche. Donc au format iCube, on est reparti d'une vraie promesse d'embauche qu'on a chez iCube, qu'on a retravaillé pour cette automatisation. Donc là, on a toutes les infos du salarié. C'est le robot qui va aller chercher les infos dans cette promesse d'embauche et qui va derrière aller inscrire le salarié. Donc là, on va venir démarrer le robot. Donc là, on est sur le Studio, donc la version un peu plus évoluée que le Studio X qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, le robot vient lancer tous les outils dont il va avoir besoin pour exécuter son process. Donc il a lancé l'outil RH et là, il est en train de se connecter à l'interface d'administration de notre serveur de messagerie et de licence. Et là, du coup, il a scanné donc le PDF et il est en train donc de saisir les informations dans l'outil RH
Donc, il a été chercher tout ça dans ce PDF. Là, il se connecte à l'interface d'administration d'Office 365, où il va venir créer un utilisateur. Il lui a affecté des licences. Et là, il termine son inscription. Et dernière étape qu'il fait de manière silencieuse, c'est qu'il est en train de préparer l'email qu'il va envoyer aux services généraux pour la commande du PC. Et donc là, dans quelques instants, on va voir les différents emails arriver. Donc un premier email pour la création du compte au sein de l'entreprise et un deuxième email sur la commande du PC. Donc là, on va sur notre messagerie Outlook. Donc là, on voit bien la création du compte sur Office 365. Et on a reçu le mail de commande du PC. Donc là, on est resté sur un scénario très basique. On aurait pu pousser beaucoup plus loin. On aurait pu gérer en fonction du profil de la personne qui arrivait. On aurait pu gérer les licences qu'on lui affectait. On aurait pu aller plus loin sur chercher dans un catalogue interne le PC portable qui correspond au nouveau collaborateur. Voilà. Après, les pistes d'optimisation elles sont liées à votre structure, à votre manière de fonctionner. Et on peut aller vraiment loin sur ce process pour que derrière, on ait juste une personne qui vienne valider que le robot est bien tout fait. Et donc ça, généralement, on laisse le robot nous envoyer un compte-rendu à la fin de ce qu'il a fait et on vient valider que tout est OK. Donc voilà pour un premier exemple qui peut parler à beaucoup d'entreprises sur l'arrivée d'un nouveau collaborateur. Là, on a un deuxième exemple qui fait sourire Guillaume, qui est présent aussi ici, qui fait partie d'iCube. Parce que là, c'est un cas concret qu'on a chez iCube. Et personnellement, c'est un robot que j'utilise moi tous les mois pour mon compte, comme Ludovic sur sa partie saisie des activités. En gros, donc nous, au sein de notre structure, quand on doit se déplacer donc chez des clients, on a accès à une prime en fonction du temps de déplacement. Une prime, voilà, qui rémunère le temps qu'on a passé donc dans les transports ou sur la route pour aller chez nos clients. Cette prime, elle est conditionnée en fonction du temps de déplacement. On a 3 tranches. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans le détail. L'idée, c'est que cette prime, pour qu'on puisse la réclamer, il faut bien sûr qu'on la saisisse dans notre logiciel de notes de frais. Ce qu'on nous demande, c'est de venir faire une capture d'écran, enfin un justificatif via MAPI du temps de déplacement de notre adresse vers chez le client pour avoir le temps de déplacement et avoir un justificatif de ce temps. Et ensuite, d'aller sur notre logiciel de notes de frais, de venir créer la note de frais qui correspond, de venir sélectionner la bonne tranche qui correspond au temps et de joindre notre justificatif. Alors, quand on fait 10 à 15, je vais dire en moyenne, quand on fait une dizaine de déplacements dans le mois, moi, je me retrouvais vite, le dernier vendredi du mois, à passer 2-3 heures à faire cette action, d'aller sur MAPI, d'aller chercher mes captures d'écran, d'aller saisir la note de frais. Donc, c'était plutôt long. Et quand on s'est mis à réfléchir sur les démos qu'on voulait donc présenter sur la partie RPA, rapidement, on a eu cette idée de se dire, tiens, ça va nous libérer du temps. Donc, en plus d'avoir une démo à présenter, on va aussi avoir quelque chose qui va nous servir tous les jours. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que maintenant, on saisit tous nos trajets dans un tableau Excel. On met l'adresse de départ, l'adresse de destination, la date et l'heure de départ. Le robot va se connecter à MAPI. Il va venir saisir ces informations dans MAPI. Il va venir saisir donc l'adresse, l'heure de départ, parce qu'il va aussi gérer donc le fait qu'il y ait des bouchons et que un client chez qui on peut mettre 1 heure à y aller, normalement, on peut avoir 1h20 avec les bouchons. Il va nous générer du coup un justificatif qu'on va enregistrer en format PDF. Ce justificatif, on va aller extraire le temps
de trajet via OCR dans le justificatif. Et ensuite, on va ouvrir notre logiciel de note de frais interne où on va venir saisir notre note de frais liée à ce trajet et venir lui joindre le justificatif MAPI. Je vous le montre. Donc là, vous voyez l'Excel avec les différentes informations, les différents trajets. Là, voilà. Tac, c'est parti. Donc, idem, on vient démarrer le robot. Donc là, il a ouvert de manière silencieuse l'Excel, il a été chercher différentes lignes. Et là, il est sur MAPI, en train de tout taper, ce qu'on lui a donné. Derrière, il clique sur imprimer note de frais, donc une fonctionnalité MAPI, qu'on va venir imprimer sous format PDF. Il l'enregistre. Et derrière, donc là, il est sur notre logiciel de note de frais. Il vient saisir les informations de la note de frais et en allant chercher la pièce jointe. Donc là, bon, je vais pas tous vous les jouer. En gros, après, il refait la même chose pour toutes les lignes. Mais là, en gros, concrètement, nous, c'est quelque chose, on mettait, allez, quand on était bien réveillé, on mettait 2 à 3 minutes à le faire. Donc facilement, on multiplie ça par le nombre de déplacements. Ça peut être plutôt long. Bah là, ce qui est intéressant, c'est que le vendredi matin, dernier vendredi du mois, je lance le process, je vais me servir un café, je reviens, il a fini de saisir mes notes de frais. Avant, bon voilà, j'étais là le matin, mon vendredi, je calais 2-3 heures dans mon Outlook, et puis bah, je passais du temps là-dessus. Donc là, on gagne du temps. On gagne du temps donc à mon échelle, mais imaginons qu'on déploie ce service au sein de toute une entreprise. On multiplie les 2-3 heures que les gens passaient habituellement sur ce process-là à l'échelle d'une entreprise, pourquoi pas à l'échelle de 200-300 personnes, on va dégager beaucoup de temps aux personnes si on fait le cumul de tous les salariés. Donc c'est là où l'automatisation, elle va avoir un intérêt, c'est qu'à grande échelle, quand on va avoir beaucoup de volumétrie ou quand on va avoir beaucoup de personnes qui vont l'utiliser, on va facilement faire gagner du temps à nos salariés et facilement du coup dégager un ROI très rapidement sur la solution quand on choisit le bon process. Donc maintenant que je vous ai montré des cas d'usage et des démonstrations, l'idée c'est de vous parler de la démarche. Comment on accompagne nos clients qui veulent aller sur l'automatisation. On a une démarche en 4 phases. Une première phase qu'on appelle la phase de cadrage. Là, l'idée, c'est que donc on est avec le client et on va évaluer le potentiel d'automatisation de ce client. Donc en gros, on a 2 cas. On a soit le client qui a déjà une idée et qui arrive avec des process en disant voilà, je pense qu'on pourrait automatiser ça. Et là, on regarde avec lui. Ou alors, on a aussi le client qui pense qu'il peut faire l'automatisation, mais qui ne sait pas forcément où. Et là, l'idée, c'est qu'on lui demande de convier 2-3 référents métiers de services, soit les 2 mêmes services, soit de services différents. Et on demande à ces personnes de nous montrer comment elles fonctionnent tous les jours. Qu'est-ce qu'elles utilisent comme outil, qu'est-ce qu'elles font comme process tous les jours. Et l'idée, c'est d'identifier du coup des processus qui sont automatisables. On va identifier ces processus, on va faire l'état des lieux, donc on va aller chercher les adhérences applicatives, les documents qui vont être manipulés, et voilà, l'idée avec ça, c'est d'établir aussi la complexité du processus. Suite à ça, on va avoir du coup une liste de process qu'on juge automatisables, on va les classer déjà par complexité, on va les classer aussi par volumétrie, par temps. L'idée, c'est d'avoir un indicateur du temps que ça pourra économiser derrière à l'entreprise. Et avec ce cadrage, derrière, on va vous restituer tout ça et on va pouvoir travailler ensemble sur une roadmap d'automatisation et de trouver les bons premiers process à automatiser pour rapidement avoir un ROI sur la solution.
On va aussi vous proposer l'accompagnement aussi, enfin, on va vous proposer le packaging de licences qui vont coller aussi avec vos besoins. Voilà, l'idée du cadrage, c'est de sortir avec une roadmap de process à automatiser, un planning et une estimation du coût et surtout une estimation du ROI derrière. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur les process à automatiser, on passe sur une deuxième phase qui est la phase de co-construction. Là, l'idée, c'est qu'on se pose process par process avec vos métiers, avec vos opérateurs, qui nous montrent le process en détail. On vient cartographier ce processus et on va venir identifier et challenger le métier. On va essayer d'identifier les erreurs potentielles que le robot va rencontrer pour avoir un robot le plus fiable possible et pour éviter de tomber dans la production sur le cas qui représente 1% des cas traités, mais qu'on n'avait pas géré avant. L'idée, c'est vraiment d'avoir un aperçu le plus précis possible de ce que va faire le robot et ce qu'il va devoir gérer. Ça, c'est la phase de co-construction. Une fois qu'on sort de cette phase de co-construction, on a un process qui est cartographié avec une liste des risques, avec les applications qui vont être manipulées, avec aussi le fait que ça va être un robot assisté, non assisté. Et ensuite, on passe sur la phase d'automatisation, où là, l'idée, c'est que donc avec les RPA développeurs, on va venir mettre en place ce robot, l'implémenter, rédiger la documentation. Et ensuite, on passe à la phase de déploiement, où là, avec vous, on va venir tester ce robot pendant une semaine, un mois, en fonction du périmètre du robot. On va ajuster l'automatisation. Et puis ensuite, on va piloter avec vous la mise en production et vous former en même temps à superviser ce que fait le robot. Donc voilà notre démarche. Et l'idée de cette démarche, dans un premier temps, donc là, la démarche que je vous ai présentée, c'est une démarche où on vous accompagne sur des process de bout en bout. L'idée après, c'est de construire un dispositif avec vous qu'on appelle le dispositif de centre d'excellence. C'est qu'en fait, que vous puissiez vous-même gérer l'automatisation au sein de votre entreprise. Et donc pour ça, on a différents acteurs. On va avoir le responsable du centre d'excellence qui va être la personne qui va driver l'automatisation au sein de l'entreprise. On va avoir l'analyste métier, la personne qui va aller challenger les métiers pour trouver les bons process à automatiser. On va avoir le consultant RPA qui va analyser les process, qui va voir s'il faut mettre de l'IA, comment gérer ces process-là, comment les automatiser. Et puis, on va avoir la partie développeur qui, lui, va réaliser les processus. Et puis, on va s'appuyer, très important, des sponsors et des responsables métiers qui vont nous remonter les process et avec qui on va construire l'automatisation de leurs process. Et puis, bien sûr, des responsables IT qui vont être là pour nous donner les adhérences applicatives et nous donner un aperçu du SI. Ce centre d'excellence, quand on démarre un projet avec les clients, on dit qu'il est hybride, c'est-à-dire que vous avez la connaissance de votre métier, de votre besoin. Donc, c'est vous qui nous apportez ça et nous, on vous apporte nos compétences sur la réalisation, sur le conseil autour de l'automatisation. L'idée, c'est que plus on avance avec les entreprises, plus le centre d'excellence, l'idée, c'est qu'il se déplace chez vous et que vous ayez des personnes en interne qui soient capables de développer. Et petit à petit, l'idée, c'est que vous puissiez être autonome dans votre démarche d'automatisation au sein de votre entreprise. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des bonnes pratiques à apprendre et l'idée, c'est qu'on puisse s'appuyer mutuellement pour mener à bien les premiers chantiers. Du coup, donc maintenant que je vous ai présenté les cas d'usage, les démos et la partie démarche d'accompagnement, là, le plus intéressant, ce serait de laisser parler un de nos clients qui a fait le choix de mettre en place de l'automatisation et qui va pouvoir nous apporter son retour d'expérience. Du coup, Bastien, je te laisse te présenter pour tout le monde. Oui, donc comme je disais tout à l'heure en introduction, pour ceux qui ont raté le début, je suis directeur des systèmes d'information dans une association qui fait travailler, qui emploie 1700 salariés sur le champ du handicap mental en Loire-Atlantique. Du coup, grosse organisation au niveau RH. Nous, pourquoi la RPA? C'est vrai que en tant que DSI, on est confronté depuis toujours une problématique principale,
c'est l'interopérabilité des éditeurs et des logiciels. Il se trouve que depuis quelques années, depuis 2 ans et demi, 3 ans, avec mon collègue DRH, on est dans une démarche de dématérialisation des processus RH, avec l'objectif d'y aller par palier. On a commencé, comme tout le monde, par les bulletins de salaire électroniques. Ensuite, on a mis en place un portail RH, etc., etc. Et puis est venu le gros morceau, c'est-à-dire c'est le contrat de travail. Le contrat de travail dans une convention collective médico-sociale qui est absolument abominable, avec plein de clauses partout, plein de conditions à rajouter dans les contrats en fonction des postes, des missions, etc. Et du coup, ce processus d'embauche qui démarre côté, alors on travaille avec PeopleDoc depuis 2-3 ans, qui est un spécialiste français, enfin une start-up française à la base de la démat RH, vraiment purement un pur player démat, et est venue la problématique de notre RP actuel, notre SIRH, notre outil de paye, il faut qu'il s'interface avec PeopleDoc, et là on est tombé sur un no-go, un refus total de notre éditeur historique de s'interfacer avec son concurrent, puisque sur la partie des maths, ils étaient en concurrence en effet. Et c'est vrai que quand on est face à ça, il y a 2 solutions. Généralement, soit on fait appel à des ESN, on développe des interfaces ou autres, mais encore faut-il avoir l'aval des éditeurs ou des hébergeurs pour accéder aux bases de données et interfacer les logiciels entre eux. Et là, vraiment, on était dans l'impasse jusqu'au jour où, lors d'un petit déjeuner avec iCube, avec un de mes collègues, on nous présente un petit peu ce genre de démo que vous avez vu ce matin. Et là, les étoiles dans les yeux nous sont venues assez rapidement et on s'est dit, c'est la solution. C'est-à-dire, ça fait 30 ans que les systèmes d'information galèrent à devenir interopérables et que à chaque fois qu'on doit le faire, ça passe par beaucoup de code. Ici, on a une solution révolutionnaire qui nous permet de faire, sans une seule ligne de code ou presque, des puzzles entre nos applicatifs métiers. On s'est vite lancé sur le sujet et aujourd'hui, pour nous, ce robot, ce RPA, c'est la pièce centrale du puzzle qui permet d'aller chercher des données à un endroit pour aller les saisir dans un autre. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 7 ressaisies manuelles qui étaient réalisées par des secrétaires, par des responsables d'établissement sur tout le processus d'embauche. Donc l'arrivée du salarié, la saisie de ces informations dans notre SIRH, outil de paye, puis le retour vers PeopleDoc pour la génération du contrat de travail qui part en signature électronique et tout après. Donc tout ce process, avant c'était 7 ressaisies manuelles, et maintenant ce n'est plus qu'un seul formulaire, et c'est le robot qui prend le relais derrière. Donc pour nous, c'est vraiment game changer. On parle de 2 ETP en termes de charge de travail cible. Alors on n'y est pas encore, et forcément dès qu'on parle de ROI, la question c'est entre ce que vous aviez prévu au début et ce que vous avez réalisé après, est-ce qu'il y a eu une cohérence? Alors forcément, nous on a établi sur 2 ETP pour une équipe de 9 personnes. Hein. C'est-à-dire que sur 9 personnes impliquées on va dire essentiellement c'est l'équipe de paye, sur ces travaux de saisie manuelle, on estimait qu'on pouvait en gagner, économiser l'équivalent de travail de 2 personnes. Et aujourd'hui, on n'est pas encore au bout de la mise en œuvre, mais on a déjà économisé un emploi temps plein, puisqu'on a une personne qui est partie, qui n'a pas été remplacée du fait de l'automatisation de ce process d'embauche. Ok. Alors j'ai un petit peu mangé ta question sur la ROI qui viendra après, c'est ça Alexis, je te vois sourire. Non, pas du tout. En tout cas, c'est très clair, c'est bien amené. Et concrètement, qu'est-ce qui fait le robot? Alors, le robot, c'est vrai que souvent on nous demande, mais c'est quoi ce robot? Est-ce que tu peux me le montrer ou autre? Oui, et ça fait partie des choses qu'il faut voir pour croire. C'est-à-dire que le robot, nous, c'est un ordinateur qui tourne dans mon bureau, là, derrière mon écran. J'ai un 2e écran avec ce robot. Et c'est donc avec UiPath, hein, le logiciel récupère un CSV assez complet et va aller saisir un certain nombre d'informations dans différents logiciels. Puis il va récupérer
d'autres informations en retour, par exemple le matricule salarié. Le matricule, il n'y a que notre outil de paie qui peut le créer. C'est maîtrisé par la base salariée. Et du coup, le robot récupère, met à jour le CSV qu'il avait récupéré à l'origine et s'en sert comme une base pour la génération de contrats de travail. Ok. Très clair. D'ailleurs, j'ai une question et effectivement, on allait l'aborder sur la partie RH. J'ai quelqu'un qui dit donc l'objectif, c'est de réduire les effectifs finalement. D'un point de vue RH, comment ça a été vu chez toi et sur ce sujet? Ouais. Alors c'est un point, je souris, mais c'est très important. La communication autour de ce genre de projet dans une entreprise, forcément, l'objectif n'est pas de licencier des gens, l'objectif est de réduire des tâches à faible valeur ajoutée et de les automatiser. J'ai vu passer dans mon bureau un certain nombre de collègues, personnel administratif, inquiets. Bastien, c'est gentil, c'est bien votre robot, mais moi, ça m'occupait 1 ou 2 heures par jour, tout ça, qu'est-ce que je vais faire demain à la place? Et moi, ma réponse un peu crue, généralement, c'est: est-ce que tu penses que passer 2 heures à saisir des fichiers Excel ou à faire des photocopies, c'est ton métier et c'est ce pourquoi tu as une valeur ajoutée? La réponse, évidemment, c'est non. Donc, depuis une vingtaine d'années, on a un peu dérivé sur certains métiers qui sont devenus lourds et avec des lourdeurs administratives, surtout nous, dans le milieu associatif, réglementaire, secteur public aussi. Aujourd'hui, retournons à des vraies missions d'accueil, d'établissement, de faire visiter, répondre au téléphone plus souvent, alors que généralement, on n'a pas le temps de prendre tous les appels, etc. Donc, l'idée, elle n'est pas forcément de retirer des emplois ou des missions aux gens, mais juste de leur permettre de faire leur vraie mission. C'est un petit peu ce que tu disais avec les notes de frais, c'est-à-dire toi, tu es consultant, un consultant qui passe 2 heures un vendredi matin à faire des notes de frais, moi, ça me donnerait des boutons. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, maintenant que vous avez de l'automatisation en place, maintenant que les gens voient ce qu'on peut faire avec ça, c'est quoi la suite? C'est quoi les perspectives que vous avez autour de ça? Alors, le premier point, peut-être, en termes de retour d'expérience, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais Ludovic le disait un petit peu tout à l'heure, c'est important de commencer par des process maîtrisés, simples, sur lesquels on va attendre, on va pouvoir identifier un ROI facilement. Nous, on a un peu fait l'inverse, et s'il y avait une seule chose à refaire, ce serait ça, ce serait de pas commencer par un cas complexe et qui demande beaucoup d'efforts. Nous, ça a pris 1 an et demi de travail, donc essentiellement du travail interne, parce qu'un process d'embauche qui se dématérialise, il y a énormément de choses à revoir, il faut tout remettre à plat sur la table, et ça a pris du temps. Donc aujourd'hui, on est content, on l'a. On a une V1 qui tourne depuis cet été, et on est en train de travailler toujours avec une V2 qui va permettre d'intégrer des cas spécifiques, d'autres use cases à ce process. Par exemple, le cas que le robot ne sait pas encore gérer d'un salarié qui était en CDD chez nous et qui bascule en CDI. C'est pas tout à fait la même chose puisqu'il faut aller clôturer son contrat CDD avant d'aller créer son contrat CDI dans l'outil de paye. Voilà, donc c'est ce genre de petits détails de use case différents. On va avoir une V2 qui va les intégrer pour faire les choses progressivement. Et puis après, forcément, les next steps, c'est de créer d'autres processus. Nous, en interne, DSI, on aimerait utiliser ce robot pour faire du support, pour faire du reset de mot de passe automatique, plein de petits process simples en termes de support IT qu'on voit déjà se modéliser dans nos têtes. Et on aimerait aussi, ça c'est l'autre point, nous-mêmes mettre en œuvre et paramétrer ces process. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'on en ait parlé encore, mais il y a toute une plateforme d'e-learning sur UiPath. Et donc Aurélien, notre chef de projet en charge de ce projet, a commencé à se former sur la mise en place de process et l'utilisation de la plateforme de robots. Donc dans l'idée, on aimerait gagner en autonomie et au moins commencer à réaliser nos propres process en interne.
toujours sans aucune compétence de développement, puisque même si on est tous ingénieurs de formation, on est une équipe à taille humaine avec peu de compétences en termes de dev. Et là, pour une fois, je pense qu'on a un outil qui est à notre portée en termes de simplicité de mise en œuvre, et puis c'est hyper puissant, c'est vraiment hyper puissant. Top, de belles perspectives du coup pour la suite. Du coup, merci Bastien pour cette intervention. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à tout ce qu'on a pu vous présenter, au retour d'expérience de l'ADAPI Loire-Atlantique, par rapport du coup à notre présentation de méthodologie, nos cas d'usage, à ce qu'a pu vous présenter Ludovic? Donc n'hésitez pas à nous poser des questions. On est là pour ça. Et en attendant, moi j'ai une question pour toi, Bastien. L'effet Shadow IT, du coup, le fait d'automatiser, est-ce qu'on retrouve pas un peu cet effet Shadow IT, pas savoir ce qui se passe lorsqu'on a un robot qui tourne? Alors ça peut être le cas. Et là, c'est un choix, je pense, à chacun dans la manière de mettre en œuvre le robot et de communiquer aussi avec le robot. C'est-à-dire que le robot, chaque fois... Alors nous, déjà, on a la particularité, c'est qu'on a souhaité garder un lancement manuel, donc c'est un robot assisté. C'est un souhait, c'est-à-dire qu'on n'a pas 10 contrats par jour à faire actuellement, en tout cas sur les process CDI. Et du coup, on le lance 1 ou 2 ou 3 fois par semaine quand on a envie, et il va bosser pendant 2 heures. Voilà. Aujourd'hui, quand ce robot travaille, dès qu'il a fini quelque chose, on a tous, équipe RH, DSI, un mail avec la liste de ses réalisations, la liste des erreurs rencontrées, etc. En plus de cela, on a souhaité que son travail soit visible, c'est-à-dire que quand le robot travaille, l'écran, comme je disais, il est dans mon bureau, les gens ils passent à côté, il y a une vitre, tout le monde voit ce que fait le robot en temps réel, et on s'amuse aussi à présenter ce robot à nos collaborateurs des établissements quand ils viennent au siège. On leur dit, bah voilà, vous voyez, on a automatisé la création de contrats pour les nouveaux embauchés, et là, notre robot Leia est en train de travailler depuis 10 heures ce matin, elle a bientôt fini. Voilà. Donc, c'est important que les gens se rendent compte que le robot, il ne fait pas tout. Il n'est pas intelligent, il ne fait que faire ce qu'on lui dit de faire. Même si je trouve le lien avec on parle beaucoup d'IA en ce moment, d'intelligence artificielle, on commence à en voir la mise en œuvre dans le monde de l'entreprise grâce à la RPA. C'est-à-dire que ce que présentait Ludovic tout à l'heure, nous, notre outil de paie se met à jour, le bouton enregistrer, il se déplace à gauche au lieu de droite, et ben là, on va pas avoir besoin de modifier le process. Le robot va comprendre que le bouton s'est déplacé. Donc, il y a un petit peu d'intelligence artificielle, néanmoins, le robot fait ce qu'on lui dit de faire et pas autre chose. Donc, une fois que les gens l'ont compris et le voient physiquement travailler sur un écran, tout de suite, ça lève les peurs, ça lève les freins et les craintes. Et au contraire, ça crée un certain enthousiasme des équipes par rapport à ces projets. J'ai une question et du coup, ça me va bien qu'elle soit là parce que ça va permettre de revenir sur quelque chose que tu as dit. Le coût global du projet semble important. Si ce projet a duré 1 an et demi, combien de jours hommes consultants externes? Du coup, ça va permettre de revenir là-dessus. Ouais. Je te laisse répondre, Bastien. Alors, 1 an et demi, ça peut faire peur, mais c'est vraiment, comme je vous le disais, le RPA, c'était une pièce du puzzle. Un puzzle très grand dans lequel on a 4 éditeurs impliqués et à interfacer entre eux. Et du coup, même si ça a duré 1 an et demi, parce que souvent on a eu des phases de pause de plus de 3 mois où on a dû retravailler des choses en interne avant de refaire appel à iCube. En jour homme, on est à peu près à entre 25 et 30 jours, Alexis, je crois, c'est ça? C'est ça. De facturer aujourd'hui. Et on lance la V2, donc quelques jours en plus pour les use cases. Donc, honnêtement, en tant que DSI, j'ai connu beaucoup de projets qui ont coûté bien plus cher pour bien moins de résultats. C'est ça, c'est effectivement, si on aurait mis bout à bout toute la réalisation, ça veut dire que tous les outils auraient été prêts
Au moment de la réalisation, on aurait eu, je pense, une phase de 2-3 semaines de réalisation de notre côté. Et du coup, la phase de test qu'on a eue avec vous en recette, elle a duré 1 mois. Donc, bout à bout, on aurait pu, en 2 mois, 2 mois et demi, cadrer le besoin, réaliser et mettre en recette pour que vous puissiez, au bout de 2 mois et demi, redémarrer en production. Effectivement, comme disait Bastien, ça n'impliquait pas que la partie RPA, on avait aussi d'autres acteurs dans ce process global, donc qui fait que le sujet a duré un peu plus que prévu. Une autre question pour toi, Bastien. Combien de personnes en interne ont été mobilisées et combien de temps sur la partie RPA? Ah oui, très bonne question. Alors, à la DSI, on a un chef de projet qui a pris en main vraiment toute la partie gestion de projet. Donc, ça lui a pris à lui, on va dire, un tiers de son temps pendant 1 an, même si c'est pas que pour le RPA, hein, c'est pour la partie des maths PeopleDoc aussi. Et côté RH, un peu plus, puisque le gros du travail, il n'est pas IT là, sur ce genre de projet, il est dans l'organisation et la modélisation du process. Et du coup, on a une personne à temps plein côté RH qui a été embauchée en CDD pendant 1 an et demi, juste pour ce projet de démat et de mise en place du process d'embauche. Alors, encore une fois, ça inclut la mise en place du portail RH, c'est pas juste ce robot, mais c'est important de travailler en binôme, en tout cas, entre la DSI, la DRH, ou si vous êtes sur un sujet de démat de la facturation, la DSI et la DAF. Voilà, c'est quelque chose qui passera forcément par un pilote côté DSI, un pilote côté métier et un intégrateur au fait des technologies. Merci. J'ai une autre question, et là, ce sera soit toi, Ludovic, soit moi pour y répondre. Sur comment s'interface concrètement le robot avec les autres logiciels, Core Business Bancaire, par exemple, SIRH, outils collaboratifs. Je vais y répondre. Alors donc, en fait, oui, on l'a vu tout à l'heure dans la présentation. À minima, il y aura une intégration qui sera faite par l'interface. Et donc, c'est vraiment de là que vient la RPA. Hein. L'idée de base, c'est bien par l'interface de se connecter. Alors donc, clairement, comme un utilisateur. Donc, un robot va se connecter à un applicatif, rentrer dans les écrans, naviguer dans les applications, lire ce qu'il y a à l'écran, extraire l'information, etc., etc. Évidemment, quand on s'adresse à des organisations qui ont un système d'information qui a été pensé et réfléchi la plupart du temps, il y a une APIisation des applications. L'ADSI ne veut pas qu'on interagisse avec les applications sans passer par les API ou tout autre. Et puis aussi parce que comme ça permet d'avoir des processus qui passent en back-office. On ne bloque pas un écran puisque un processus dans ces cas-là se ferait sans passer par l'interface graphique. Donc évidemment, on va proposer des activités spécifiques qui vont être dédiées à des applicatifs. Alors, par exemple, on a des activités, des packages d'activités spécialisés pour SAP, pour Salesforce, pour attaquer des bases de données, etc., etc. On est aussi dans une approche communautaire. Bastien en a parlé un petit peu tout à l'heure. Chez UiPath, l'idée, c'est aussi d'être une grande communauté de personnes travaillant autour de l'automatisation. Et notamment, on a une marketplace dans laquelle des développeurs de tous horizons peuvent publier des activités spécifiques. Et on a des éditeurs de logiciels qui construisent leurs propres activités UiPath pour pouvoir naviguer et interagir avec leurs applicatifs. Évidemment, pour les cas comme celui qu'a cité Bastien, quand il y a un problème, on va dire politique, où un éditeur ne veut pas s'intégrer avec un autre, ou simplement quand on veut accéder à un site web qui n'a pas forcément une API et qui serait en fait un site web dont on a besoin, mais avec lequel on n'a pas d'autre relation que l'utilisation d'une interface. Le robot va pouvoir utiliser l'interface. Et au sein d'un même processus, on peut mixer les deux approches. On peut avoir attaqué une application par l'interface et continuer avec des API pour le reste. Top. Merci, effectivement.
Ludovic. C'est vrai que nous, on le voit en tant que développeur RPA chez iCube. On a différentes pistes quand on va automatiser. Généralement, on va regarder l'applicatif du client, donc on va regarder les interfaces, mais on va aussi en parallèle regarder si l'applicatif qu'on va manipuler, il existe des activités soit fournies par UiPath, soit fournies par le partenaire, par l'éditeur de l'applicatif, ou aussi par la communauté. Donc c'est vrai que c'est une des puissances qu'on a avec UiPath, c'est cette partie communautaire partenaire qui fait que les solutions métiers qu'on va rencontrer chez nos clients, les grandes solutions, on va déjà avoir des activités qui vont nous permettre d'interagir avec et de s'affranchir un peu des interfaces utilisateurs quand on a les activités qui vont bien avec le besoin. Et ça, c'est une réelle puissance qui nous fait gagner du temps. Par exemple, on avait sur la partie Outlook, toute la partie Microsoft, on a une intégration native avec Outlook, donc ce qui fait que quand on veut envoyer un email depuis un robot UiPath, on a une activité Outlook qui nous permet de faire cet email et de l'envoyer, plutôt que d'ouvrir Outlook et d'aller saisir l'email. C'est idem avec Excel. Excel, on voit que le robot l'ouvre, mais en fait, on peut le faire en tâche de fond. Et on peut aller chercher les informations de l'Excel en tâche de fond via une activité déjà disponible. Donc ça, c'est vrai que c'est une des puissances du UiPath qui nous permet de répondre plus ou moins rapidement à beaucoup de situations. Je ne vois pas forcément de nouvelles questions. Donc, je pense qu'on a à peu près couvert votre curiosité. Donc après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas donc, à revenir vers moi sur ce sujet ou vers Ludovic. J'ai le même souci que tout à l'heure. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Déjà, merci à vous, Ludovic et Bastien, d'avoir été là et d'avoir échangé sur ce sujet. Merci à vous, merci à vous. Merci Alexis pour l'organisation. Exactement. Et puis, merci à tous nos participants. Ah, j'ai une dernière question qui vient de se positionner sur le lien intégration ordonnanceur RPA. Effectivement, je pense qu'on parle du lien entre ce qu'on appelle l'orchestrator et le studio. Donc, la partie exécution et la partie supervision. Est-ce que, Ludovic, tu veux y répondre? Oui, je vais y répondre. Alors, lien intégration ordonnanceur RPA. Alors après, ça dépend exactement de ce dont on va parler. Dans notre offre, donc les robots sont gérés par ce qu'on appelle l'orchestrateur. L'orchestrateur possède lui-même son propre ordonnanceur et donc va pouvoir déjà distribuer les processus, comme je disais tout à l'heure, distribuer les processus pour les faire exécuter par des robots et va donc aussi pouvoir piloter l'exécution, alors avec un ordonnanceur ou sur événement. On peut très bien avoir une activité qui arrive dans une queue et ça déclenche l'exécution du processus. Maintenant, si jamais vous parlez en fait du lien avec un ordonnanceur qui serait déjà présent dans une organisation, dans ces cas-là, à travers l'orchestrateur, on a toutes les API qui permettent en fait finalement de faire la passerelle. C'est-à-dire que dans l'ordonnanceur, on va appeler une API qui va demander à l'orchestrateur de déclencher le robot. Il n'y aura pas de lien, en tout cas direct, entre un robot et un ordonnanceur d'entreprise. Et pour être tout à fait clair sur la façon dont ça fonctionne, finalement, c'est toujours un robot qui va demander à l'orchestrateur régulièrement: est-ce que j'ai un travail à exécuter? Qu'est-ce que je dois faire? C'est comme ça que ça se passe. Ça résout beaucoup de problèmes de sécurité. L'orchestrateur, lui, quand on dit pilote, c'est un abus de langage. Il ne pilote pas l'exécution des robots. Il dit simplement il y a ce travail à effectuer et c'est le robot ou les robots qui, régulièrement, toutes les 5-10 secondes, vont se connecter pour voir s'ils ont quelque chose à effectuer, à l'instar de ce que ferait un utilisateur auprès d'un site web. Merci pour ces éclaircissements, Ludovic. Je ne vois pas d'autres questions. Donc après, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous en avez d'autres par mail. Si vous voulez des présentations un peu plus poussées, pareil, contactez-nous. On pourra échanger plus en détail. En tout cas, j'espère que ça vous a éclairé sur la partie RPA, ça vous a projeté aussi sur ce qu'on peut faire. Et puis c'est vrai que le témoignage client, ça permet de montrer aussi que on ne veut pas juste vous impressionner,
mais on a vraiment des cas concrets et on a des clients qui y croient. Donc, c'est important aussi de le repréciser, parce que c'est ce qui fait qu'une solution, pour nous, ça a l'intérêt d'aller la porter chez nos clients. En tout cas, merci à tous de votre participation. Et puis, peut-être à bientôt. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Bonne journée.